Hi there, welcome in this new video from the Signals and System channel. Today we'll have a look at the exam of January 2026. As usual, 2 exercise questions and 2 theory questions. Depending on your engineering specialization, there is potentially a 5th question that applies the theory, right? And this question will be at the end of the video. Well, if you're preparing your exam, also have a look at the instructions. Right? These instructions will remain the same probably for the future exams. There is also a self-assessment section that you're required to fill in. Of course, at the time of the exam, you should do this objectively. Without further ado, let us start with exercise 1, in which you have to solve a differential equation that is shown there using the Laplace transform. If you're preparing your exam, it's time to push the pause button and try to do this exercise by yourself. Well, let us have a look at the solution. You will see that it's rather straightforward. The first thing that we have to do is to go to the Laplace domain, and we have to handle the initial conditions correctly. So if we take the Laplace transform of the second derivative, this is what you obtain. If you have doubts about this, we'll have a look in the course where this is treated in details. So here you have the Laplace transform of the derivative, and here the Laplace transform of y of t, and here the Laplace transform of the, well, right hand term. So what you see over here is t. If it had been t u of t, the Laplace transform would have been 1 over s squared, and then we have to use the frequency shifting property to obtain this right hand term. So what we can do now is collect all the terms in y of s and put the initial conditions on the other side. We can factor this one over here. Don't forget the factor 2, and we can see that we have a 2 over here. If we plug in the initial conditions, this is what you obtain. So we can also cancel out the 2 over here, and over here. So you obtain y of s, and this is not requested here, but this is the 0 input response, right? The response that comes from the initial conditions, and this is the 0 state response. So the response that comes solely from the input signal. So what we have to do now is do a partial fraction expansion of both terms. So we'll do the first one over here, second order, so we need 2 constants. Don't forget, this is the straightforward way to obtain a and b. We have something similar over here, a 4th order at the denominator, so we need 4 constants, right? Don't forget this term over here. A bar, b bar, and d bar are rather straightforward to obtain. So for instance, for a bar, what you have to do is hide this one over here and replace s by -1, right? So we have something similar for a bar, b bar, and d bar. And for c bar, what you do is take this one over here, right? This one is obtained by taking this one and hiding this factor here, s plus 2 squared, and take the derivative, and then of course evaluate at the root of this one, right? If you do the calculations, you will see that c bar is equal to 0. So now we have to collect all the terms. We have a and a bar, because at the denominator we have s plus 1, so 3 plus 1, that's a 4. We see here that this one and this one cancels out. There is no term with at the denominator s plus 3. C bar was 0, so we can forget it, and D bar is -2. So this is what you obtain. And now if you do the inverse Laplace transform, this is the solution that you obtain. Of course, as usual, what we have to do is check if we meet the initial conditions. Well, it's rather straightforward for y of 0, and for the derivative in 0, well, we have to compute first the derivative, right? Here, pay attention, it's the derivative of a product, but if you inject 0 in this derivative, we see that indeed we meet the initial conditions. So this concludes exercise 1. Well, let us now have a look at the second exercise, in which you have to solve a difference equation that is shown over there with the initial conditions, and you have to solve it using the z transform. As usual, if you're preparing your exam, it's time to push the pause button.
Well, let us now have a look at the solution of this exercise. The first thing that we have to do is to go to the z domain, right, and to take the z transform of this equation. Of course, you have to master how to handle the initial conditions. And as for the previous exercise, if you have doubts, well, you should have a look at the theoretical course, right? So here we're shifting to the right by 2, so we see that it's kind of logical that we have plus over here, right? What is in minus 2 appears in 0, so plus y minus 2 z to the 0, and what is in minus 1 appears in 1, so y minus 1 is z to the minus 1, right? We can do something similar for this z transform. This is what you obtain, and then we have to have a look at the right hand term here, and this z transform is obtained using this property of the z transform of the derivative of a z transform, right? And pay attention, here there's a minus sign, so here really this is n alpha n u of n, and the z transform is alpha z minus 1 minus alpha z minus 1 squared, right? Z minus 1 here is minus 1, so we have a minus here and a plus over here. So now we can collect the terms in y of z. This is what you obtain. This is easy to factor, right? We take the initial conditions on the other side, we plug in the initial conditions. This is what you obtain. So now we can divide by this one, and we have y of z, again, two terms, one that comes from the initial conditions and one that comes from the input, right? So what we have to do now is do the partial fraction expansion of both terms. Here we have the partial fraction expansion of the first term, and here of the second term. Over here we have a second order in z minus 1, so we need two constants, right? This one, b here, is obtained by hiding this one. So we obtain this one, right? And we have to evaluate in z minus 1 is equal to half, which is the root here of the denominator. If you do this, this is the value of b that you obtain. Here, since you are working with the variable z minus 1, taking derivatives is a bit difficult, so we have to use this other trick to obtain a and put everything under the same denominator. If you put everything under the same denominator, at the denominator you will have a square here, and the numerator becomes this one here, which should be this numerator over here. b is minus 24, so you can see that a is equal to minus 12. So here, for the second term, we have a fourth order, so we need 4 constant. 1, 2, 3, 4. Well, it's easy to obtain b bar and d bar. So, for instance, for b bar, what we do is hide this one, right? You obtain this thing over here, and you evaluate in z minus 1 is equal to a half. You obtain b is equal to minus 6. And for d, you do something similar, right? You obtain d bar is equal to 3. For a bar and c bar, similar to a over here, it's difficult to use this derivative trick. So what we'll do is put everything under the same denominator again, and this numerator that is obtained then should be equal to minus 27 z minus 1, right? So we have here an equation. If you look at the independent terms, so the terms in z to the 0, you will see that you have a bar, b bar, c bar, and d bar. So the sum of all 4 constants is equal to 0. And then you can have a look at the term, for instance, in minus 3, right? So here you'll have minus 2a bar. This one will not contribute, this one will not contribute, and this one will contribute here, but you'll have a 4. So minus 2a bar plus 4c bar is equal to 0. 2c bar is equal to a. So what you can do now is inject a bar is equal to 2c bar, right? B bar is minus 6, c bar is unknown, and d bar is 3. So now we can obtain c bar, right? C bar is equal to 1, and therefore using this equation here, a bar is equal to 2. So now we can collect the terms. With this one on the denominator, we have a
minus 12 plus 2, so minus 10. The terms with this one squared on the denominator, we have minus 24 and minus 6, so this is minus 30, and we can continue like this, so we obtain this, well, decomposition here. These ones, the first and the third term, are okay. These are known z-transform, but this one is problematic, right? Because this is not a useful z-transform. We need z minus 1 here and z minus 1. So if you see that this one here, what you can do on the numerator, you can subtract minus 2z minus 1 and then add it, right? And then what you can do is kind of collect everything here together, right? And what you see here is that you have 1 minus 2z minus 1, and on the denominator you have the same squared, so you can cancel out, and this is the term that you obtain. And the remaining term is this one over here, right? You can do something similar for this one over here and write it as this term minus this term over here. The advantage is here, this is a known z-transform, this is a known z-transform, and this is the case for these two as well, right? So now we can rewrite this, okay? So here, why do we have minus 40? Well, because we have minus 10 coming from here, and from this one we'll have an additional minus 30, so this gives you minus 40, right? So here, if you have 1, you have 2, right? Here you have minus 30, so we'll have minus 60, right? Here we have 4, 1 coming from here, and 3 coming from this term over here. And then, of course, this term here with the 3 over here will produce a minus sign, right? And the only thing that we have to do now is to take the inverse z-transform, right? And this is then what you obtain. Of course, as usual, we should check, but here we have the initial conditions, well, in minus 1 and minus 2, so we use the usual trick. So what we do is write y of n, we take these two here on the other side, right? And then we use the initial conditions, right, to produce what happens in 0 and in 1, right? Because this solution here is with u of n, okay? So if you do this, you see that y0 is equal to minus 36 and y1 is equal to minus 147. This is simply by taking the original difference equation, right? And now we can see if our solution meets these two conditions, and indeed, if you plug in n is equal to 0 and n is equal to 1, you obtain what is given over here. And this here is simply rewriting this to obtain a simpler expression. When you expand this, you will see that this is exactly the same thing as what is written over here. So this concludes the second exercise. Well, let us now have a look at the first theory question, which is about the Laplace transform and the region of convergence that is associated. So, first part, you have to give the definition of the one-sided Laplace transform, give its associated region of convergence. In this region of convergence, you have a condition that is involved. Well, you have to prove the sufficiency of this condition, right? And then you have to illustrate everything using the function which is, well, the exponential of at times u of t. Well, the answer to the first part of the question is given in this slide, so you can compute the Laplace transform of a causal signal f of t in this way. It's one-sided because since the function is causal, well, you can start in 0. The fact that you have 0 minus is that you have to be able to tackle the case where f of t is a Dirac impulse. Well, let us now have a look at the region of convergence of the Laplace transform of this causal function f of t. It's really the region where the Laplace transform converges exists, right? We will show in the next slide that this corresponds to the region
in the complex plane where sigma is such that the following integral here converges, right? So where f of t e to the minus sigma t is absolutely integrable. You can see that this region of convergence depends only on sigma in this condition here, and that the region of convergence is not affected by the frequency omega. So this means that the region of convergence will be characterized by vertical lines in the complex plane. Well, let us now have a look at the origin of this condition that we see over here. And everything starts, of course, with the Laplace transform of t, and we have to look at where it exists. So what we do is take the modulus, right? And this modulus has to be bounded in order for the Laplace transform to exist. What we do is replace s by sigma plus j omega, and by the properties of the exponential, you can write it like this. So what we have here, going from here to here, is the triangular inequality applied to integrals, right? So we have that the integral of the modulus is larger than the modulus of the integral, right? So we arrive at this integral over here, and in here we recognize the modulus of this quantity over here, and it's kind of obvious from what we see here that the modulus is 1 and the argument is minus omega t, right? So this is a complex number in polar form. The modulus is written here in front and it's clearly a 1, so we can replace this thing by 1. Right, so we arrive at this integral, and now we have proven the sufficiency. If this condition is met, so if f of t e to the minus sigma t is absolutely integrable, then the Laplace transform will exist, right? It's also possible to show, to prove the necessity, but this is more complicated. Anyway, this was not as in the third part of the questions, which had only to do with the sufficiency of the condition. So now we have to apply this to this function f of t e to the at times u of t, and in this case we've taken a smaller than 0, but you can also do something similar for a positive, right? So here is what we have found previously, right? And in order for the Laplace transform of this quantity to converge, we have to have this condition that is satisfied. So let us plug in our f of t in here. This is what we do over here. Again, by the properties of the exponential, you can write it like this. The u of t you can forget because you integrate from 0 to infinity, and for this to converge, well, you have to have sigma minus a positive, right? So sigma larger than a, right? So the region of convergence here is sigma larger than a, right? And this is valid for a negative, a 0, and a positive. The a negative has to do with the drawing that is over here. So here is the region of convergence, and as I said before, obviously you can see that the limit here is a vertical line, so you have to be to the right of sigma is equal to a. And finally we have to take the Laplace transform of this real exponential e to the at times u of t. We compute the Laplace transform, we use the definition, again we use the properties of the exponential, so this is the integral that we have to compute, right? To integrate this, well, we know that it's the same function, right? But we have to divide by this quantity over here, and this is what you obtain, and then you have to take it to the limits 0, infinity. And if you do this, well, obviously you will find something that is known to you, probably 1 over s minus a. And of course the region of convergence we had
already shown before, sigma larger than A. But we know also another way to obtain the region of convergence is to take the open half plane to the right of the pole, and the pole here is in A, so it's to the right of A. Well, let us have a look at the second theory question, which is about the initial and final value theorems, but in discrete time. So first you have to state these two theorems, then say under which condition the final value theorem is applicable, and then apply both theorems to the step response of a system that is characterized by this transfer function h of z. The constants are all real constants. And then you have to discuss when this final value theorem is applicable in this situation. So in this slide you have the answer to the three first part of the question, right? Just to remember, when you have y of z, obviously you can obtain y of k by doing a partial fraction expansion and then doing the inverse z transform, but this can be quite tedious. So in some cases you're only interested in y of 0 and y in steady state, so when k tends to infinity. So in these cases you can use the initial and final value theorems, right? The initial value you can obtain as follows. You have to take the limit when z tends to infinity of y of z, and for the final value you have to compute this limit over here, so the limit when z tends to 1 of z minus 1 y of z, to obtain the steady state value of y of k. It's very important that you only do this when it is allowed. And when is it allowed? When the poles of z minus 1 y of z are inside the unit circle. When this is not the case, well, we know what is going to happen with y of k is going to tend to plus or minus infinity. In this case you don't need the final value theorem, and if you would use it you would draw the wrong conclusions. By the way, in the course in live, also in the videos, I've shown you how you can reobtain this starting from the initial and final value theorems, but in the continuous time case. Well, let us now have a look at the fourth part of the question, right? And first we have to obtain the z transform of the step response. So in the z domain, to obtain the step response, what we have to do is to multiply h of z, the transfer function, times the z transform of a unit step, which is really z over z minus 1, right? So when you write this, this is what you obtain. And then we can apply, right, the initial value theorem. And what you have to do is, well, take y of z and take the limit when z tends to infinity. And when you compute this, you obtain, this will produce a 1, right? And here you will have b1 over a1, right? So the initial value of the step response will be b1 over a1. For the steady state response, we have to make sure that we satisfy the applicability of the final value theorem, and therefore z minus 1 y of z, right, it's this one here multiplied by z minus 1, which is this one here, as all its poles inside the unit circle. So there is only one pole, and the pole is minus a0 over a1, and for it to be in the unit circle we need this condition over here, right? And if this condition is satisfied, then you can apply the final value theorem, which is given over here, right? So this is the steady state value of the step response, and you can obtain it by, well, taking y of z multiplied by z minus 1 and then let z tend to 1. And if you do this, well, you obtain b1 plus b0 over a1 plus a0. Well, it's quite easy to check this in MATLAB. So here what I've done
in MATLAB format is to introduce a system with transfer function b1z b0 over a1z a0. I've given some values to the constants. I've made sure that a0 over a1 is smaller than 1 in modulus, right? I've taken a sampling period and then I've created the system, and what I can do now is simulate the step response using the command step here. The tree simply says that I'm going to look at the step response for 3 seconds, and then we'll have a look at y0 and the steady state value and check if this corresponds with what we had computed previously. Well, let us now run this code. We should obtain a step response, right? Here it is. And here we have the value of y0 that we had computed, and we can compare what comes out of the step response. This seems to correspond. And here we have the steady state value of the step response that we had computed, right? And this indeed corresponds with what comes out of our step response. So what we have computed is indeed correct. Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de la question 5 de l'examen de signaux et systèmes, donc la partie MATLAB. Dans cet examen, alors il y a tout un contexte, mais grosso modo ce qu'on veut, on a appliqué une tension sinusoïdale à un diviseur de tension. On a mesuré la tension V1 et la tension V2, et à partir de ces deux tensions, comme on connaît la valeur de la résistance Rf, on va pouvoir estimer la valeur de la résistance R mystère. Alors, comment? Via cette formule-ci qu'on obtient directement à partir de la formule du diviseur de tension. Alors, il y a deux petites subtilités. La première, c'est que la tension V, pour la tension V1, on a appliqué une tension alternative à 55 Hz. Pourquoi? On appelle ça une mesure au lock-in. Ça va nous permettre d'éliminer toute une série d'erreurs systématiques qui apparaissent sur la mesure. La deuxième subtilité, c'est que normalement une mesure suffit, mais dans la pratique, il y a un certain bruit. On va être précis, très précis sur la mesure de V2, on va être précis à 10 microvolts à peu près. Et donc, ce qu'on va faire, c'est prendre un nombre gigantesque de mesures, et puis on sait que sur toutes ces mesures, statistiquement, le bruit va avoir tendance à s'annuler en partie. Ça nous permettra d'avoir une mesure beaucoup plus précise grâce au fait qu'on ait un grand nombre de mesures imprécises combinées. Alors, pour tout ce qui est des détails mathématiques, etc., de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est, on aura ces deux signaux, on va nous dire comment les traiter, et nous, ce qu'on va faire, c'est traiter ces deux signaux. Alors, au tout début, donc, vous aviez simplement ces deux lignes-ci qui étaient disponibles dans votre fichier. Alors, si vous regardez les signaux que vous avez à disposition, par exemple à l'aide de la commande whos, vous verré que vous avez deux vecteurs, un qui s'appelle V1, un qui s'appelle V2, pour les deux tensions, jusque-là c'est logique, chacun contenant 2,5 millions d'échantillons. Donc on parle vraiment d'un nombre énorme d'échantillons qui nous permettront d'avoir une mesure très précise. Alors, première chose à faire, on vous demande d'analyser ce qu'on vous a donné. Vous avez une série, enfin une suite de valeurs de tension. Qu'est-ce que ça représente en pratique? Alors, première question, c'est l'axe des X. Donc, ok, on a plein de valeurs de tension, mais quand est-ce qu'elles ont été mesurées? Ça nous servira si on doit faire des transformés de Fourier, appliquer des filtres, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut le savoir? On nous dit que la fréquence d'échantillonnage ici était de 2,5 MHz. Donc, fréquence d'échantillonnage, c'est ce qu'on notait dans le cours avec Fs, les lettres Fs. Pour obtenir le nombre d'échantillons, on regarde la longueur des vecteurs qu'on a. Et donc, on sait que le temps dévolu à un échantillon, c'est 1 sur Fs.
donc qu'on pourra appeler TS. C'est égal à 1 sur... Alors, donc on sait que notre pas de temps, on choisit arbitrairement de faire coïncider le premier échantillon avec le temps t égale 0. Et puis après, ben, le suivant sera une fois ts, deux fois ts, trois fois ts. Et donc, on obtient cette formule-ci pour les abscisses de notre graphe. La formule qu'il y avait avant fonctionne aussi, c'est exactement la même, c'est juste que ici j'ai redécomposé en deux étapes. Deuxième question, c'est, ok, on a un certain nombre d'échantillons, on sait que le temps dévolu à chaque échantillon vaut une certaine valeur, ts, que vaut le temps total de notre signal. Alors, on prend le nombre d'échantillons, on le multiplie par notre période d'échantillonnage, et sans grande surprise, on a échantillonné à 2,5 MHz, on a 2,5 millions d'échantillons, donc on a un signal d'une seconde. Donc, ça permet de remettre en contexte, on parle d'un nombre gigantesque d'échantillons, mais on parle aussi d'une mesure extrêmement rapide, une seconde. Alors, on a ça, on va afficher pour voir un peu ce qu'on a. Et donc, pour ça, c'est les commandes habituelles que vous avez déjà vues dans la partie 1 de MATLAB. Donc, on met figure pour créer une nouvelle figure. Ensuite, on va afficher, alors par défaut, ça s'affiche par rapport à l'axe des Y de gauche. On met un nom à cet axe, donc V1, puis on va afficher le deuxième, on met le mot-clé hold on pour pouvoir afficher un deuxième graphe par-dessus le premier sans l'effacer. On dit que ce deuxième signal, on voudrait qu'il se rapporte à l'axe de droite. Ça nous permet de comparer deux signaux avec des amplitudes très différentes. On affiche le signal avec la fonction plot. On limite l'axe des x, puisqu'on nous dit qu'on veut l'afficher entre 0 et 0,1 seconde. On rajoute les bons labels aux axes, on rajoute le titre, et on obtient ceci. Alors, première chose qu'on peut voir, c'est le signal bleu, qui est notre signal V1. Lui, il est très propre. Bah oui, c'est le signal généré par notre source de tension. Le signal orange, comme notre résistance mystère est a priori 1000 fois plus petite que notre résistance de référence, on sait que le signal va être 1000 fois plus petit, donc très très faible, et donc on voit qu'on a aussi un sinus à 55 Hz, mais qui est complètement bruité. Il y a un bruit aléatoire qui vient par-dessus et qui le rend illisible. C'est ce bruit qu'on va vouloir filtrer. Alors, de quoi est composé ce bruit? Il va être typiquement composé, par exemple, d'une composante très basse fréquence. Donc, à quoi est-ce qu'elle est due? Votre oscilloscope a été mal paramétré, a été mal réglé, et donc il va, pour chacune des mesures, par exemple, avoir tendance à rajouter un demi-millivolt. On voit aussi que le bruit, en fait, c'est un signal qui oscille très très vite. Donc, comment est-ce qu'on va éliminer tout ce bruit? On va aussi appliquer un filtre passe-bas. Okay, et donc, on va essayer de filtrer les fréquences qui sont en bas et en haut. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on veut, en gros, c'est un filtre passe-bande qui laisse passer la fréquence qui nous intéresse. Et ce filtre passe-bande, c'est quoi? C'est un filtre passe-bas, suivi d'un filtre passe-haut. Une fois qu'on est passé à travers ces deux filtres, normalement, notre fréquence, la fréquence qui nous intéresse, 55 Hz, va clairement ressortir. Parfait. On fait ça. Alors, ce qu'on nous dit, c'est de faire le filtre passe-bas, le filtre passe-haut, et puis, à partir de ça, créer le filtre d'un système qui correspond à un filtre passe-bas, puis un filtre passe-haut en cascade. Alors, pour créer un filtre, pas de grande surprise, on utilise le mot-clé S égale TFS. Ça permet à MATLAB de créer une variable du type fonction de transfert, et on crée la fonction de transfert la plus simple possible, S. Une fois qu'on a cette fonction de transfert, alors on aura aussi besoin, on sait que les filtres, ils fonctionnent en général en fréquence angulaire, donc avec des pulsations. Nous, ce qu'on a, c'est la fréquence normale, et donc il faudra multiplier par 2 pi. On crée déjà notre fréquence de coupure,
ici, en multipliant par 2pi. On crée le filtre passe haut. Donc on copie simplement la formule. Maintenant qu'on a dit à MATLAB que S était une fonction de transfert, il sait quoi faire pour qu'en appliquant cette formule, il obtienne la fonction de transfert répondant à cette formule. Même chose pour le filtre passe haut. Et puis, le filtre du système total. Donc, comme c'est deux systèmes en cascade, c'est le premier fois le second. On a créé cette fonction de transfert. Ici, c'était demandé dans la question, mais même si ce n'était pas demandé, première chose à faire, vérifier qu'on a bien ce qu'on voulait avoir. Comment est-ce qu'on vérifie ça? Soit on regarde une ou deux valeurs bien particulières, soit carrément on affiche la fonction de transfert. Ici, on vous demandait d'afficher la fonction de transfert. Donc, de nouveau, c'est un nouveau graphe. Donc, il faut le mot-clé figure pour créer une nouvelle figure. Et puis, sur cette figure, on va créer un axe sur lequel la fonction s'affiche. Alors, on voit que c'est vraiment un diagramme de Bode standard. Donc, on peut utiliser la fonction Bode de MATLAB, telle qu'elle. Et donc, on écrit Bode de la fonction de transfert. Si on fait ça, on a la ligne bleue continue. MATLAB ne sait pas que la fréquence qui nous intéresse, c'est la fréquence de coupure. Donc, on rajoute le mot-clé hold on pour pouvoir afficher un deuxième signal par-dessus. Et on rappelle la fonction Bode en lui disant cette fois-ci d'afficher la valeur de la fonction de transfert juste à la fréquence de coupure et d'une certaine façon, c'est-à-dire avec une étoile bleue. On fait ça et on obtient bien le même graphe. Alors, on a notre fonction de transfert qui nous permettra d'éliminer le bruit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre signal et on va le faire passer dans notre filtre. Pour ça, à nouveau, donc ça c'est ce qu'on a vu à la séance 4 de MATLAB, on va utiliser la fonction LSIM qui va nous demander le signal qu'on fait rentrer dans le système, la fonction de transfert du système dans le domaine de la place et qui va calculer pour nous ce qui va ressortir. La fonction LSIM pour Linear Simulation qui prend la fonction de transfert, le signal d'entrée et les différents moments auxquels ce signal d'entrée a été échantillonné. Tel quel, ce qu'il nous renvoie, c'est la valeur de la sortie, du signal de sortie, à ces mêmes pas de temps. C'est assez pratique, on voudra pouvoir afficher ces graphes et les comparer. Donc, on fait ça pour le premier signal, pour le deuxième signal, et puis on affiche le résultat. À nouveau, une partie à gauche, une partie à droite, les axes, on note bien les labels, il y a bien le titre, on limite le temps, alors cette fois-ci on nous dit d'aller jusqu'à 0,4 secondes, pourquoi? On le verra juste après, et on obtient ceci. Alors ici il y a plein de choses qu'on peut voir, qu'on peut analyser, la question suivante, justement, on nous explique ce qu'on peut voir et analyser. Ce qu'on peut voir, c'est comme d'habitude un transitoire, toujours un transitoire. Si on fait le calcul avec les pôles de la fonction de transfert, on voit que le transitoire est de l'ordre de 100 millisecondes. Donc tout ce qu'il y a avant 0,1 seconde, a priori on ne peut pas transfier, vu que ce qui nous intéresse c'est le régime. Et puis après, on regarde ce qu'il y a après. Alors, on peut voir deux choses. D'abord, le signal bleu, on a un beau sinus à 55 Hz, comme on s'y attendait. Le signal orange, il n'est pas si clair que ça. On a un signal à 55 Hz, mais dont l'amplitude aussi. On s'en occupera plus tard. Ça s'appelle une fréquence de battement. Ensuite, on peut observer une deuxième chose, c'est que à l'origine, si on retourne ici en haut, le signal bleu avait une amplitude de 800 millivolts, à peu près, un petit peu plus, et le signal jaune de 1 millivolt. Si on regarde ici, notre signal bleu n'a plus qu'une amplitude de 400 millivolts, et notre signal orange a une amplitude, alors on va prendre la moyenne de l'amplitude, d'à peu près 500 microvolts. Donc, on a perdu du signal, alors qu'on a fait notre filtre passe haut pour filtrer les fréquences qui étaient au-dessus de la fréquence de coupure, et le filtre passe bas pour filtrer les fréquences qui étaient en dessous. Alors, comment ça se fait qu'on ait perdu comme ça du signal quand même? C'est simplement parce que les filtres ne sont pas parfaits. C'est pas un filtre qui va laisser passer parfaitement la fréquence. Et donc le filtre passe haut
à la fréquence de coupure, il a déjà une diminution du signal d'un facteur radical 2 dans sa définition. Même chose pour le filtre passe-bas. À la fréquence de coupure, il a déjà une diminution de l'amplitude du signal de sortie d'un facteur radical 2. Et donc, comme on passe par l'un et par l'autre, on obtient bien un facteur 2. Okay. Et donc, on a bien un facteur 1,5, une diminution d'amplitude 1,5 de cette fréquence. Alors, ok, on a filtré un petit peu la fréquence qui nous intéressait, mais on sait qu'on a filtré encore plus les autres fréquences, et donc a priori, le signal qui nous intéresse, même s'il est plus petit, il va mieux ressortir dans le bruit. Et alors, comment est-ce qu'on pouvait aussi le voir? C'est simplement sur le diagramme de Bode. On voit que l'amplitude de la fonction de transfert à 55 Hz, qui nous intéressait, est de... Alors, on peut regarder directement sur le graphe à l'aide des outils de graphe. Sinon, on peut aussi l'extraire grâce à la fonction. Donc, je devrais recompiler le code pour l'obtenir. Et alors, on peut mesurer exactement sa valeur et elle est à moins 6 dB. Moins 6 dB, c'est un facteur 2. Enfin, un facteur 1,5 plutôt. Je vais recompiler le code pour pouvoir accéder au graphe pour la suite, en continuant ma correction. Alors, ensuite, donc, on a su expliquer la diminution d'amplitude. Maintenant, on va s'intéresser à cette fréquence de battement. Pourquoi est-ce que le signal à 55 Hz oscille comme ceci? Alors, ça, il faut l'avoir rencontré une fois pour le savoir, mais quand on a une amplitude comme ceci qui oscille, c'est ce qu'on appelle une fréquence de battement. Et c'est quand il y a deux fréquences proches qui sont excitées avec à peu près la même amplitude. Alors, pourquoi est-ce que ça apparaît? Si on a deux fréquences proches, qui sont, alors quand on a le maximum, les deux sont en phase. Donc les deux signaux ont tendance à s'additionner. Plus le temps va passer, plus un des deux signaux va se déphaser plus rapidement que l'autre, et donc il va y avoir un certain déphasage qui va se creuser entre les deux signaux. Vient un moment où le déphasage entre les deux signaux vaudra pi. Donc les deux signaux, au lieu de s'additionner, vont se soustraire, vont s'opposer. On obtient un minimum. Si on attend encore un certain temps, on a un déphasage de 2π, et donc ils sont de nouveau en phase. Et donc, comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Il faut afficher le spectre pour savoir quelle est cette fréquence, cette fréquence parasite qui vient nous empêcher d'avoir une belle mesure. Alors, on sait qu'on devra faire la transformée de Fourier du signal V1 et celle du signal V2. Soit on écrit 2 fois le code, on double le temps que ça prend. On double le risque d'erreur. S'il faut corriger, il faut corriger dans tout le code, et donc il y a plus de chances de s'y perdre, et le code est moins lisible. Soit on crée une fonction. Donc, vous l'aurez compris, le mieux c'est de créer une fonction. D'habitude, ce genre de fonctions, on les écrit à la fin du script, et comme ça on peut les appeler partout dans le script. C'est une question de convention. Si vous l'écrivez plus haut, c'est pas un problème non plus. Comment est-ce qu'on écrit une fonction? Le mot-clé fonction, les sorties de la fonction, le nom de la fonction et les entrées. On fait rentrer un signal en lui donnant les pas de temps et la valeur du signal à ces pas de temps. Et ce qu'on voudrait avoir, c'est les différentes fréquences auxquelles la transformée de Fourier est évaluée et l'amplitude. On ne s'intéresse pas à la phase dans ce cas-ci, l'amplitude corrigée de sa transformée de Fourier. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il faut créer le vecteur f et il faut créer le vecteur amplitude. Comment est-ce qu'on crée le vecteur f? Alors, il nous faut, grosso modo, ce qu'on veut, c'est la fréquence d'échantillonnage. Non, ce qu'on veut, c'est la résolution spectrale. Donc, l'espace entre deux fréquences échantillonnées. On sait que la première fréquence, c'est 0, et donc la deuxième, ce sera 1 fois df, 2 fois df, 3 fois df. La formule, c'est que cette résolution spectrale, c'est la fréquence d'échantillonnage divisée par le nombre d'échantillons. La fréquence maximale divisée par le nombre d'échantillons pour voir l'espace dédié à chaque échantillon.
Alors, il nous faut donc la fréquence d'échantillonnage et le nombre d'échantillons. Le nombre d'échantillons, bah, c'est la longueur du vecteur qu'on nous a donné. Ensuite, pour avoir la fréquence d'échantillonnage, il nous faut le temps entre deux échantillons. Comment est-ce qu'on l'obtient? Soit vous prenez la deuxième valeur de votre vecteur temps moins la première, ça marche, ça vous donnera une valeur. S'il y a une petite erreur sur ces valeurs de temps, ce qui est possible avec des mesures expérimentales, cette erreur risque de se répercuter après sur toutes les autres mesures. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est un moyen un peu plus robuste, c'est de se dire, on va calculer tous les écarts, et puis on va prendre la moyenne. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, il y a plein de façons de le faire, c'est de loin pas la seule façon de faire. Donc on fait ça, on calcule le temps entre deux échantillons, le temps qui s'écoule. 1 sur ce temps, c'est notre fréquence d'échantillonnage, par définition. Et donc comme ça, on a notre fréquence d'échantillonnage divisé par le nombre d'échantillons, ça nous donne la résolution spectrale. Alors, on en profite aussi pour calculer notre fréquence de Nyquist. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce qui nous intéresse, c'est toutes les fréquences jusqu'à la fréquence de Nyquist, et puis que tout ce qui est supérieur avec la FFT, c'est en fait les répliques des fréquences négatives, et donc ça ne nous intéresse pas. Parfait. Ensuite, on construit notre vecteur fréquence, et donc on va de 0 à n-1. Forcément, comme on commence à 0, on peut aller jusqu'à n-1, fois df. Donc on a bien la composante dc, puis une fois df, deux fois df, etc. Et donc là, on a fait notre axe des x. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, là, on a toutes les fréquences qui seront renvoyées par la FFT. Nous, on sait qu'on ne gardera que les fréquences jusqu'à la fréquence de Nyquist. Donc on va vouloir éliminer la deuxième moitié. Il y a plusieurs façons de faire. Ici, c'est une façon de faire. On peut se dire que on va simplement regarder pour chaque fréquence si elle est plus petite ou plus grande que la fréquence de Nyquist. Et on crée un vecteur dont chaque entrée nous dit, donc pour chaque entrée, elle regarde si, MATLAB regarde si l'entrée correspondante du vecteur f est plus petite que la fréquence de Nyquist. Si elle est plus petite, MATLAB va renvoyer un vrai logique. Si c'est plus grand, MATLAB va renvoyer un faux logique et va stocker tout ça dans ce vecteur. Ici, il y a une petite subtilité qui est qu'on a mis plus un tout petit nombre. Pourquoi? Parce que pour MATLAB, un 3, par exemple, n'est pas exactement 3. C'est 2,999999 ou c'est 3,000001. Pour nous, la fréquence qu'on étudie pourrait être égale à la fréquence de Nyquist, alors que pour MATLAB, à cause de ces petites erreurs dues à sa représentation des nombres, pour MATLAB, ça ne sera pas vrai. Donc pour être sûr, on rajoute juste un tout petit nombre pour être sûr d'inclure aussi la fréquence de Nyquist. À nouveau, c'est une façon de faire, ce n'est de loin pas la seule. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout le vecteur fréquence et on ne prend que les indices de ce vecteur pour lesquels 1 de f est vrai. Donc grosso modo, ce que fait MATLAB, c'est qu'il regarde pour la première entrée de f si la première entrée de 1 de f est un vrai logique. Si c'est un vrai logique, il garde cette entrée. Si c'est un faux, il la jette à la poubelle. Et ainsi, on ne garde que ce qui nous intéresse. Alors, ensuite, on va aussi calculer le spectre en utilisant la FFT. Et donc là, à nouveau, il y a toute une série d'étapes à faire. D'abord, on utilise la fonction FFT sur notre signal. On obtient des nombres complexes. On sait que ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude et pas la phase. Et donc, on va prendre la valeur absolue de ces nombres. On sait également qu'avec la FFT, pour un même signal, si on double le nombre d'échantillons et la fréquence d'échantillonnage, MATLAB va nous renvoyer des amplitudes 2 fois plus hautes. Ce qui n'est pas logique. Nous, on voudrait que, quel que soit le nombre d'échantillons, un signal de 1 volt à 50 Hz reste 1 volt à 50 Hz. Donc, ce qu'on doit faire, c'est rediviser par n. Le problème vient du fait que il y a une différence de convention entre la FFT de MATLAB et la DFT qu'on utilise dans le cours.
Ensuite, de nouveau, on ne veut pas garder les fréquences négatives, donc celles qui sont au-delà de la fréquence de Nyquist dans la FFT de MATLAB. Et donc, on ne garde que la première et toutes les fréquences positives. Donc le DC et toutes les fréquences positives. Sauf que on a jeté toutes les fréquences négatives à la poubelle. Donc forcément, on a perdu quelque chose. Pour le récupérer, on doit multiplier toutes les fréquences positives par 2. Donc on sait que l'amplitude des fréquences positives et négatives sont égales. Donc si on jette la fréquence négative, mais qu'on multiplie la fréquence positive par 2, on s'y retrouve. Petite subtilité, il y a une fréquence plus 1 Hz et une fréquence moins 1 Hz. Par contre, il n'y a pas une fréquence plus 0 Hz et moins 0 Hz. Donc il faut bien multiplier toutes les fréquences positives, sauf le DC. C'est ce qu'on fait ici. Le DC, c'est la première entrée, donc elle, on ne veut pas la multiplier par 2, mais toutes les autres, on les multiplie par 2. Voilà. On a fait cette fonction, c'était un peu le gros morceau de cette question, voire même de l'examen. On calcule la FFT de nos deux signaux. Donc là, c'est très rapide, comme on a fait une fonction, et on affiche le résultat. Même chose que d'habitude, si ce n'est qu'ici, comme c'est un signal discret, en général, on va préférer la fonction stem, qui permet d'avoir cette barre avec un rond au-dessus, et qui montre clairement que ce qu'on est en train de manipuler, c'est un signal discret, et non pas un signal continu. On affiche le résultat, et on obtient bien ce qui était attendu. Alors, on nous demande du coup quelle est la valeur de la fréquence parasite. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le lire sur ce graphe. Vous pouvez essayer de l'extraire de votre vecteur f. Vous pouvez utiliser aussi, par exemple, les outils graphes. Donc, si vous cliquez sur votre graphe, vous voyez ici que vous avez toute une série d'outils. Il y a un outil DataTips qui vous permet de venir mesurer un certain échantillon. Hop. Donc, vous venez ici. C'est un peu lent vu que, voilà. Et MATLAB mesure exactement la valeur de cet échantillon. Donc ici, on voit qu'on parle de 0,3 millivolts situé à 50 Hz. Donc la fréquence parasite, c'est bien 50 Hz. Ok. Alors d'où peut venir cette fréquence? On vous demande de 50 Hz dès qu'on fait une mesure électrique en Europe. 50 Hz, c'est la fréquence du réseau. Et donc, vous aurez du bruit. Typiquement, vous l'aurez à 50 Hz et ses harmoniques. 100, 150, 200, 250, 300, 350. Et donc ça, c'est inévitable dès qu'on fait une mesure électrique. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que dans tous les murs, les plafonds, dehors, etc., vous avez des courants à 50 Hz, des tensions à 50 Hz, et donc vous avez des champs électromagnétiques à 50 Hz qui se propagent partout et qui vont coupler avec le circuit. Et donc voilà. On voit qu'on a cette fréquence de 50 Hz qui pose problème. Maintenant, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la valeur à 55 Hz. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que le signal qu'on a envoyé est à 55 Hz, donc tout ce qui n'est pas à 55 Hz, c'est du bruit. Que ce soit du bruit aléatoire, que ce soit le bruit du 50 Hz du réseau, que ce soit une erreur systématique. Donc ici, on voit qu'on a un pic en DC. C'est quoi? C'est l'erreur systématique de l'oscilloscope. L'oscilloscope a tendance à rajouter 300 microvolts à chacune de ces mesures. Tout ça, on sait que ça ne nous intéresse pas. C'est l'avantage de la mesure au lock-in. On peut éliminer les erreurs aléatoires, mais aussi des erreurs qui se répètent, qui sont répétables, et donc qu'on ne peut pas éliminer a priori juste en augmentant le nombre de mesures. Donc ici, on va juste extraire ces amplitudes-là, et à partir de là, on mesure la valeur de la résistance mystère. Comment est-ce qu'on fait? À nouveau, on peut utiliser les outils graphes, et donc vous regardez ici comme ceci, à 55 Hz, vous voyez la valeur de la première, voilà, la valeur de la deuxième, vous les recopiez dans vos formules, et vous obtenez la bonne valeur.
Deuxième possibilité, c'est de regarder directement dans vos vecteurs. Alors, il y a plein de façons de faire. On sait que 55 Hz, c'est la 56e entrée de votre vecteur, par exemple. On sait aussi que ça correspond au maximum. Vous pouvez chercher le maximum. Une autre façon de se dire, c'est de dire que, justement, on va essayer de voir, donc, dans notre vecteur fréquence, quelle est la fréquence qui est la plus proche de 55 Hz. On fait f-55, on prend la valeur absolue de ça, et puis on va prendre l'entrée, on va regarder quelle est l'entrée minimum. Okay, c'est une façon un peu tordue de faire, mais elle est très robuste, c'est l'avantage. Et donc, on voit quelle est cette entrée pour laquelle f est le plus proche de 55 Hz. Ensuite, on regarde les entrées correspondantes dans nos vecteurs V1 et V2. Et je vois qu'ici, j'ai fait une petite faute. Je relance le code. On voit que du coup, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus précis. J'obtiens 1,03 ohms à peu près. Par hasard, ça correspondait à ce que j'avais avant avec l'erreur. Ok. Et donc, on obtient bien 1,03 ohms. Ça correspond à ce à quoi on s'attendait. Le problème, c'est qu'on sait que cette mesure est plus précise que celle qu'on avait à la base à l'oscilloscope, mais on ne sait pas à quel point plus précise. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour estimer la précision qu'on a? Une façon de faire, c'est donc on a pris un très grand nombre d'échantillons, de manière à ce qu'en moyenne, le bruit, statistiquement, le bruit soit filtré. On sait que pour des très grands nombres, et 2,5 millions, c'est un très grand nombre, ce bruit suit des prévisions et les suit vraiment bien. Et les prévisions, c'est que le bruit diminue comme le radical du nombre d'échantillons. Vous avez vu ça en statistique. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je divise par 4 le nombre d'échantillons? Je vais multiplier mon erreur par 2. Et donc, ça me donnera directement une estimation de l'erreur. En pratique, on peut même diviser par 2 le nombre d'échantillons, et comme ça, on sait que le bruit augmente par un facteur radical 2, et ça nous montre déjà quel est le chiffre significatif. Si avec 2 fois moins d'échantillons, j'obtiens exactement le même nombre, c'est que l'erreur est loin derrière la valeur du signal. Si par contre, je vois qu'en divisant par 2 mon nombre d'échantillons, le 1,0294 devient 1,04 par exemple, je sais que, a priori, une variation de 1%, mon erreur est de l'ordre de 1-2%. Alors, on ne vous demande pas de le faire, on vous dit que quelqu'un l'a fait, donc a éliminé la deuxième moitié des échantillons, donc a gardé 1,5 million d'échantillons, non 1,250 000, et en faisant ça, et en calculant un DFT, il obtient ceci. Et donc, on vous demande qu'est-ce qui s'est passé, et quel est le nom du phénomène qu'on observe. Alors, dans le cours, on a vu 2 problèmes possibles, le repli spectral et la fuite spectrale. Le repli spectral, c'est quelques pics parasites qui apparaissent. La fuite spectrale, c'est des gros pâtés comme ça qui apparaissent. Clairement, on est sur de la fuite spectrale. Et donc, quand est-ce que ça arrive? Alors, pour rappel, le contrat qu'on fait avec MATLAB quand on fait une FFT, c'est qu'on lui donne une période d'un signal, on lui dit que ce signal est périodique, donc que cette période va se répéter un nombre infini de fois. Et comme ce signal est périodique, sa transformée de Fourier sera discrète, et donc MATLAB peut nous renvoyer la série de nombres pour lesquels on obtient une certaine valeur de spectre. Donc, il faut bien faire attention à ce que le signal qu'on lui ait donné soit bien une période complète ou un nombre complet de périodes du signal d'origine. Le signal qu'on a échantillonné était échantillonné à 55 Hz. Ça veut dire que sur le signal d'origine d'une seconde, on a donné 55 périodes. Si on divise par 2, il ne reste plus que 27 périodes et demie. Donc on est plus sur un nombre entier de périodes. Quelles conséquences est-ce que ça a? Si vous regardez tous les échantillons que vous avez ici, vous n'avez plus un échantillon à 55 Hz. Il y en a un à 54 et un à 56. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'amplitude qui devrait être à 55 Hz se trouve répartie dans toutes les autres fréquences.
Donc c'est ce qu'on appelle la fuite spectrale. Une façon de le voir, c'est que si vous répétez le signal que vous lui avez donné, ce signal ne fera pas un beau sinus, il fera 27 oscillations, puis 2 demi-oscillations, puis 27 oscillations, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut corriger ça? Il y avait toute une série de façons pour le faire. La première, c'est de se dire que, au lieu de prendre 27 périodes et demie, on en prend 28 ou 27. Et donc, on garde un peu plus ou un peu moins que la moitié des échantillons. Une autre possibilité, c'est de se dire qu'au lieu d'éliminer la deuxième moitié des échantillons, on va garder un échantillon sur deux. On garde le premier, on jette le deuxième, on garde le troisième, on jette le quatrième, etc. Dans ce cas-là, on a toujours la même fenêtre de mesure, donc on n'aura pas de problème de fuite spectrale. Le problème qu'on pourrait avoir, c'est un repli spectral. Ceci dit, si on fait ça, on a quand même une fréquence d'échantillonnage au-delà du mégahertz. Donc, a priori, il n'y aura pas de problème de repli spectral. Donc voilà, il y avait plusieurs solutions possibles, elles sont toutes acceptables. Et alors, juste pour votre information, donc si on estime l'erreur avec cette méthode-ci, on peut voir elle est à peu près de 1%. Alors, on avait aussi une erreur due au fait que notre résistance de référence était de 1 kΩ plus ou moins 1%, ça fait 2%. Bon, c'est une estimation à grosse louche, donc on rajoute 3%. Mais donc on voit que la mesure qu'on a est précise à 3%. Si on revient sur le signal d'origine qu'on avait, avoir 3% d'erreur avec le signal orange qu'on a là, c'est pas mal.